Si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un petit peu à la cybersécurité, vous avez forcément entendu parler de CTF, de box, de challenge, voire même de compétition de hacking. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir cet univers passionnant en compagnie d'un invité qui, vous verrez, a pas mal d'expérience en la matière. C'est la première fois que je teste ce genre de concept, donc surtout, si ça vous plaît, faites péter les compteurs d'abonnements, de likes, de partages, etc. Et je verrai pour vous trouver d'autres sujets avec d'autres invités tout aussi intéressants. Allez, let's go! Salut Disnom, comment ça va? Hello, ça va bien et toi? Moi ça va nickel, écoute, impeccable. Ce soir, a priori, on va parler CTF. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement? Qui es-tu? Alors, je m'appelle Disnom, 33 ans, je suis expert en cybersécurité. Je suis également leader d'une communauté de cybersécurité, streamer sur Twitch. Donc, je fais pas mal de lives orientés exclusivement sur de la cybersécurité. Depuis 1 an maintenant, je suis également leader d'une team de CTF qui s'appelle le XXX Passeport 1, 2, 3 XXX. Ok. Très original. Très bon nom, c'est validé. Du coup, côté pro, tu nous disais, tu travailles côté Blue Team, c'est ça? Exactement. Donc, pendant la journée, je suis Incident Handler. Je suis également team leader d'une équipe de Threat Intelligence. Et donc, Ok. mon job au quotidien, c'est d'être, on va dire, le pompier de service quand une société se fait rançonner ou qu'il y a une brèche dans leur système, qu'il y a des emails qui sont compromis, etc., etc. Ça, c'est mon job au quotidien, de faire de la réponse à incidents, les analyses forensiques et toute la partie Threat Intelligence. Du coup, tu dois avoir du taf en ce moment, j'imagine, vu ce qui se passe. Beaucoup. Ouais, bon, malheureusement, ça marche. Et du coup, alors côté online, tu nous parlais un peu de ce que tu faisais, alors Twitch, etc. Qu'est-ce que tu fais exactement sur tes lives? Alors, on a plusieurs catégories. Alors, je dis on parce que, en général, je ne suis pas seul sur mes lives. Donc, le principe de base, c'est d'éduquer les gens. Donc, globalement, l'idée, c'est quoi? C'est il y a des viewers, ils n'ont pas spécialement de connaissances en cybersécurité, ils ne savent pas, ils sont un peu paumés, ils ne savent pas où se renseigner pour rentrer dans ce milieu. Le principe de base, c'est vraiment, je suis là, je les assiste et je fais office d'une certaine manière de mentor pour les guider comment rentrer dans ce magnifique monde et la cybersécurité. Et donc, globalement, qu'est-ce que je fais sur mes lives? C'est du CTF, donc c'est faire des challenges qui soient autant orientés Red Team, donc plutôt offensif, que Blue Team, donc plutôt orienté défensif. Je fais des lives orientés sur l'actualité de cybersécurité. Ok. J'en faisais pas mal avant, surtout. On fait un truc qui s'appelle le King of the Hill. Pour ceux qui connaissent Try Hack Me, on aura l'occasion d'en parler. King of the Hill, c'est du PVP, c'est du CTF PVP, où le principe, c'est on est jusqu'à 10 joueurs dans une room, et le but du jeu, c'est d'arriver à breacher, à s'introduire à l'intérieur de la box le plus rapidement possible, et à se blinder à l'intérieur, de sorte que personne d'autre ne peut y rentrer. Globalement, c'est ça l'idée. Et en général, on fait ça sur Discord en même temps, donc on est en vocal et c'est franchement, on se tape des barres, c'est génial. Ok, Vraiment ok. génial. Ouais, j'ai déjà testé une fois, j'ai bien perdu d'ailleurs. Super, vraiment génial. Non, ouais, très sympa à faire en tout cas. Alors, on va démarrer sur le sujet du jour, qui est le CTF, donc on va parler de CTF aujourd'hui. Et pour commencer, je te propose qu'on passe déjà sur les bases pour être certain que tout le monde comprenne de quoi on parle et puis comprenne où commencer aussi. Déjà, qu'est-ce que c'est la différence concrète entre un CTF, une box, un challenge, tout ce genre d'épreuves qu'on voit sur tous les sites qu'on voit côté cyber? Alors, le mieux, je pense, c'est de commencer par une définition. Donc, CTF, ça veut dire capture de flag. Donc, en français, ça veut dire attraper le drapeau, globalement. L'idée, c'est quoi? C'est une compétition ou des challenges de manière générale. En fait, CTF, c'est un mot assez générique parce qu'on représente le CTF pour plein de choses différentes, mais globalement, l'idée, c'est d'avoir une compétition de sécurité, tout simplement, qui soit dure en général 24 heures, 48 heures, et là, on parle vraiment de compétition à proprement parler. C'est ce que je fais notamment avec mon équipe. Et à l'opposé, il y a des plateformes de CTF qui, elles, sont mises à disposition du grand public
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, donc elles sont toujours là. Et chaque personne peut s'y connecter et faire ses propres challenges quand il veut. Le principe, c'est justement de résoudre des challenges. Un challenge, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, une question. Je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut qualifier ça. Ce serait... Une énigme? C'est une énigme. Donc effectivement, l'idée d'un challenge, donc c'est une énigme où le joueur doit réfléchir à une solution pour soit bypasser une sécurité, soit pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et arriver à démêler le vrai du faux de l'énigme en question, etc., etc. Et en fait, il y a énormément de catégories différentes, parce que la plupart du temps, quand on parle de CTF et de compétition de sécurité et de hacking, on s'imagine qu'on va toujours casser quelque chose. Le but, c'est d'exploiter une vulnérabilité ou ce genre de choses. Et bien en fait, non, c'est pas du tout le cas. Le CTF, de manière générale, c'est vraiment une pratique qui permet à toute personne qui est intéressée, que ce soit par la sécurité ou toutes les matières qui englobent la sécurité, de pouvoir tout simplement pratiquer. Tout simplement. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est de la pratique. Ok. C'est de la pratique, et il y a de la pratique dans plein de catégories différentes. Je vais citer d'abord des catégories qui mine de rien, à première vue, on ne s'imaginerait même pas que c'est le cas, mais par exemple, de la cryptographie, ça fait partie des CTF. Il y a beaucoup de challenges liés à la cryptographie, parce qu'il y a tout un aspect mathématique lié à la sécurité, ça il faut bien comprendre. Quand par exemple on parle de RSA, qui est typiquement un algorithme de chiffrement, et ben effectivement il y a toute une notion mathématique derrière. Et ben justement il y a des challenges qui sont liés à RSA et comment est-ce que on pourrait exploiter RSA par exemple. Voilà, ça c'est un exemple. Il y a du reverse, du pound, du forensic. Il y a des challenges vraiment orientés red team, donc c'est-à-dire on a une box et on doit s'introduire à l'intérieur de la box. Il y a du reverse, il y a de l'OSINT. OSINT, ça veut dire Open Source Intelligence. Donc, c'est des données qui sont publiquement mises à disposition sur Internet, il faut juste les trouver, etc., etc. Donc, il y a vraiment énormément de catégories différentes. Et le web, bien entendu, ça vous imaginez, c'est vraiment la base que tout le monde en général connaît, justement, pour les CTF. Ouais. Et alors du coup j'imagine, je sais pas si on peut parler de ça, mais est-ce qu'il y a des catégories qui sont plus difficiles que d'autres? Parce que, alors tu vois, typiquement côté crypto, si t'as pas fait un bac+5 en maths, ça se passe comment? Ça se passe mal. Ouais, j'imagine. Effectivement, alors je sais pas personnellement s'il y a des catégories plus simples que d'autres. Je pense plus que c'est une question en fonction du background du joueur, il va y avoir des notions qui seront plus facilement abordables que d'autres, certainement. Comme tu as dit, très bien, si clairement le joueur il a un master ou un bac+5 en France en mathématiques, forcément qu'il aura beaucoup plus de facilité à faire des challenges de cryptographie. À l'opposé, moi personnellement, je fais pas mal de Blue Team, ça fait 4-5 ans que je fais de Blue Team. À côté, je fais pas mal de choses, mais globalement, c'est ça l'idée. Et effectivement, j'ai beaucoup plus de facilité à faire des challenges de Blue Team, à faire des challenges de Forensic, par exemple. Dans notre team, on a des gens qui sont spécialisés dans du Pound, on a des gens qui sont spécialisés dans du Reverse, des gens qui sont spécialisés dans du Web, etc., etc., etc. Et vraiment, et c'est OK, et c'est ça le but vraiment d'un CTF. À la base, c'est de augmenter ses compétences dans le domaine qu'on aime. Parce que le but, c'est un jeu, en fait. C'est vraiment un jeu. Il faut vraiment que le joueur qui commence le CTF, il prenne du plaisir à le faire. S'il se dit « Oh non, c'est chiant, j'aime pas faire ça, c'est pas cool », bon, c'est peut-être pas la bonne catégorie alors. Ouais, après, c'est vrai que tu as toujours une affinité naturelle, on va dire, puis tu vas vers ce que tu maîtrises. Quand j'avais commencé, moi j'étais allé sur RootMe, et oui, c'est vrai que toute la partie réseau que je maîtrisais mieux, de suite c'était plus marrant, quoi. Voilà, tu progressais plus vite, alors que tout ce qui était cracking ou autre, bon, mais quand tu sais pas, hein, c'est pas, il n'y a pas de magie, quoi. Exactement, et c'est la même chose que j'ai eu quand j'ai commencé. Justement, les tout premiers CTF, je les ai faits sur RootMe. J'ai une super story à raconter, on aura l'occasion d'en parler. J'ai une super story par rapport à ça, et effectivement, RootMe, c'était pas facile au début parce que j'étais vraiment seul, et il y a des catégories où vraiment j'avais beaucoup plus d'affinité, comme toi, le réseau, parce que j'ai fait des études de réseau avant, donc c'était beaucoup plus facile que du CrackMe ou de l'AppSec,
où j'avais vraiment pas beaucoup de connaissances. Ok, ok. Alors du coup, avant de creuser un peu plus, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait... alors, tu as les CTF en solo, tu as les CTF en team. Si on creuse un peu tous ces types de CTF, moi j'en ai vu... Alors cette partie, je la connais très peu, pour être franc. Je sais que tu as des CTF, on va dire, amateurs, où tu te fais plaisir dans une communauté ou quoi, où tu fais un petit challenge, ce qu'on fait sur ma chaîne et ce que tu fais toi aussi, j'imagine, à côté. Ouais. Mais tu as aussi des trucs vachement plus pro, les CTF Google et tout, où tu vois les gars, ils arrivent avec des équipes de 40 Chinois qui débarquent de la meilleure école du monde et qui ravagent tout le monde. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Bon, est-ce qu'il y a quand même une graduation ou c'est tout le monde dans la même pool? Alors, de manière générale, tous les CTF sont accessibles à tout le monde. Ok. Il n'y a pas de distinction entre tiens, ce CTF est uniquement destiné au top 10 mondial. Pardon. Ça, ce n'est pas le cas. Par contre, il est clair qu'il y a des niveaux dans les différentes compétitions. C'est la même chose dans les plateformes. Il y a des challenges qui sont easy et il y a des challenges qui sont insane à l'opposé. Donc on a vraiment un range très large. Et c'est absolument la même chose quand on fait un tournoi de CTF, donc une compétition le week-end, hein, par exemple, où effectivement il y a des compétitions qui sont orientées débutants et c'est annoncé pour être débutant, c'est fait par des débutants pour des débutants. Et à côté de ça, il y a des, justement, on parlait de PPP, il y a le Pledge CTF par exemple, le Google CTF, Akelu, etc., etc. Le DICE CTF de Dice Gang. Ce sont des CTF qui sont extrêmement difficiles, qui sont les plus difficiles au monde. Et là, effectivement, même si tout le monde a la possibilité de s'inscrire et de participer, pour arriver à trouver un flag, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, ok, ouais, j'imagine. Ok. Est-ce que ça existe comment dire, des compètes ou je sais pas, des rankings où des gens font ça professionnellement, par exemple pour faire du bug bounty, en fait, un peu comme si c'était du bug bounty ou de la chasse à la 0D, mais sous forme de CTF ouvert à un peu tout le monde? Alors, il y a effectivement un CTF qui s'appelle Bound to Own, qui est un CTF orienté bug bounty. Alors lui, je le mettrais vraiment dans une catégorie à part, parce que déjà, je pense pas qu'il est présenté, il n'est pas listé sur CTF Time. CTF Time, petite parenthèse, c'est vraiment la board, c'est le site web où on liste tous les CTF, toutes les compétitions, voilà, c'est la base de données, tous les événements se trouvent là, c'est globalement. Si on veut participer à un événement, c'est là qu'il faut aller. Donc, typiquement, ce CTF-là n'est pas listé dedans. Et là, il est clairement orienté professionnel parce que il faut, voilà, Pound to Own, c'est la compétition où pendant une semaine, on va essayer de trouver des zero day. Je pense que tout le monde ne trouve pas des zero day comme ça en se levant au petit matin ou en sirotant son café. Donc forcément, c'est déjà un peu plus restreint. Moi, je me vois très mal aller dans ce genre de compétition parce que je sais qu'on n'a pas du tout le niveau. Néanmoins, il y a effectivement une partie professionnelle. À partir du moment où les grosses compétitions, on a quand même $10 000 de cash prize, ça devient sérieux. Ça devient vraiment, il y a moyen de gagner sa vie. Et je pense, alors j'ai pas suffisamment de feedback venant du top 10 mondial, mais je pense qu'il y a quand même moyen de gagner correctement sa vie si on arrive à être assez compétitif tout au long de l'année. Mais la plupart du temps, c'est comme pour beaucoup de sports amateurs, où globalement, même si on est dans le top 100, en fait, on ne gagne pas notre vie avec ça. Ah ouais, c'est le 0,1%, quoi. Ouais. Oui, et puis c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'apprendre, d'expérimenter, et c'est une aventure à partager avec une team, vraiment. Ouais. Ok. Bah écoute, super. Alors tu parlais de plateforme, on va peut-être faire un petit détour parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. En termes de plateformes connues, vraiment connues côté CTF, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais faire la distinction entre les plateformes francophones et les plateformes anglophones, américaines. En plateforme francophone, on a principalement deux grosses plateformes qui tournent très bien. On a RootMe, qui est vraiment le gros mastodonte français, qui est maintenant implanté depuis un bon paquet d'années maintenant. Et depuis un petit temps maintenant, depuis quelques années, ils sont également internationalisés. Donc avant, c'était une board exclusivement francophone. Tous les challenges étaient en français. Tout le monde parlait en français.
ça c'était avant, et puis bon, maintenant ils se sont dit, ok, on va essayer de s'internationaliser. Une autre une autre plateforme française qui commence à émerger, qui est vraiment pas mal, qui a émergé début de cette année, donc début 2022, c'est TBS, donc The Black Site, qui marche aussi très bien. Personnellement, je connais le staff et j'ai pas mal poncé la plateforme, et vraiment c'est de qualité, c'est vraiment de qualité. Donc côté français, c'est ceux que je connais, en tout cas c'est ceux personnellement que je connais. S'il y en a d'autres, dites-les dans les commentaires. Mais globalement pour le moment c'est globalement les deux seuls qui fonctionnent côté francophone. Côté américain, alors je vais dire américain parce que quand bien même Hack the Box c'est pas américain, mais côté anglophone, il y a principalement deux plateformes qui marchent super bien, c'est TryHackMe et Hack the Box. Ça, c'est vraiment, si on veut commencer, il y a TryHackMe qui est vraiment orienté entry level, donc c'est pour les débutants. C'est genre, j'ai zéro connaissance en sécurité, je veux me lancer, où est-ce que je vais? TryHackMe, boum, ça marche très bien. Il faut connaître l'anglais, il faut lire l'anglais, il faut comprendre l'anglais, bien entendu, parce que tout est en anglais là-dessus. Mais si l'anglais n'est pas un frein pour vous, c'est vraiment pas un problème. D'ailleurs, là-dessus, on a même des gens de la communauté, enfin ma communauté du coup, qui se sont mis à TryHackMe et juste avec Google Trad activé, parce qu'ils n'étaient pas certains de maîtriser tout l'anglais, on va dire. Et ils ont commencé comme ça, et je trouvais ça assez malin si tu as besoin de te mettre à niveau en anglais, que tu veux progresser un peu, mais que tu n'as pas envie d'attendre, voilà, pour t'y mettre. Bon, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne façon de faire. Ça m'arrive encore de temps en temps que je capte pas une phrase ou deux parce que juste la manière dont elle a été écrite est assez abstraite. Et ça m'arrive d'utiliser DeepL pour faire la traduction et voir qu'est-ce qu'il voulait dire. Et je me rends compte que même en français, c'est incompréhensible. Donc finalement, je skippe la phrase. Mais globalement, oui, c'est une solution. Il faut bien comprendre qu'en sécurité, tout est en anglais, donc ce sera inévitable tôt ou tard. Si les personnes qui nous regardent veulent se lancer en sécurité, l'anglais, c'est inévitable. Il faut y passer. Il faudra vraiment y passer. Donc ça, c'était la première plateforme. La deuxième plateforme qui marche très bien, c'est Hack the Box. Mais alors, il y a un gros gap de différence entre TryHackMe et Hack the Box, à savoir que Hack the Box est vraiment orienté pour les personnes qui sont déjà confirmées, des gens qui ont déjà de l'expérience et qui savent c'est quoi le CTF et qui ont déjà des très bonnes bases en informatique de manière générale et puis surtout en sécurité. Donc c'est pas orienté débutant. Néanmoins, si on veut aller jusqu'à un niveau de maîtrise important, par exemple, s'il y a des personnes qui ont envie de passer l'OSCP, effectivement, passer cette certification, ça demande de poncer pas mal Hack the Box. Ah bon, on l'a vu le niveau là quand on a fait le challenge il y a 2 semaines maintenant. Les premiers challenges en easy, ils nous ont mis des claques. C'était compliqué. Ouais, j'ai fait un jour une insane sur Hack the Box avec un pote. Franchement, on est arrivé jusqu'au flag user, on l'a fait. On est arrivé au flag user en une semaine en tryhardant 4 heures par jour. Ah oui, quand même. Et c'était insane. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très dur. Et surtout, tu te dis, quand tu vois les solutions, tu te dis, mais qu'est-ce que le mec qui a pensé la box, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a ouais, c'est challenging. C'est vraiment très challenging. Ok. Alors, du coup, tant qu'on y est, si on parle un peu des compétences d'entrée qu'on doit avoir, juste pour démarrer en CTF, est-ce que tu aurais quelques conseils, alors niveau général, tu vois, ou même dans des domaines particuliers? Est-ce qu'il y a des domaines qui sont peut-être plus simples pour commencer? Alors, pour répondre à cette question, je vais retracer un peu ma vie. Et je pense que ça va être une très bonne façon de répondre parce que je me vois, en fait, rétrospectivement, je me vois quand j'étais adolescent et quand j'ai commencé la sécurité. Et justement, j'avais pas toutes ces notions. Linux, j'en faisais très peu. Alors bien entendu, j'ai fait pas mal de trucs quand même avec. À l'époque, ça s'appelait Backtrack, qui est maintenant Kali. Donc oui, comme tout le monde, ScriptKiddy, des trucs comme ça, oui, effectivement. Mais à la base, je pense que si maintenant il y a des jeunes qui nous regardent et qui ont 15, 16, 17 ans, donc ils n'ont pas encore atteint
l'âge d'aller dans une haute école, l'université ou une école d'ingé, ou je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en France. J'ai cru que tu allais dire boîte de nuit, pour être honnête. Hein, mais... Comment? J'ai cru que tu allais dire boîte de nuit. Non, non. Rien à voir, rien à voir. Continue, pardon. Et donc ces gens-là, pour ces jeunes-là, je pense que c'est important de se focaliser d'abord dans quelque chose qu'ils ont envie d'apprendre. Et en fonction de ce qu'ils ont envie d'apprendre, ils verront clairement qu'est-ce qu'ils doivent apprendre en fait. Typiquement, c'est tiens, moi j'aime bien le web, j'aime bien les sites web, j'aime bien les technologies liées au site web, au serveur, et je veux comprendre comment ça fonctionne, et je veux savoir comment est-ce que je peux mieux le sécuriser, comment du coup je peux le casser pour mieux le sécuriser. C'est le principe en fait de l'ethical hacking. Et donc, forcément, pour ces personnes-là, le mieux, ce sera d'apprendre les technologies web. Ce sera d'apprendre comment fonctionne un serveur. Ce sera d'apprendre comment fonctionne Linux, etc., etc., etc. D'avoir des notions de réseau, des notions des protocoles, HTTP, HTTPS, TLS, éventuellement d'autres protocoles. Et donc, il y a, de manière générale, pour être... si on jump un peu dans les années et qu'on va un peu plus loin dans les années, il y a effectivement, je pense... une notion qui est importante à avoir pour être une personne qui a vraiment des très bonnes compétences en sécurité. Ça se base sur 3 piliers qui est les systèmes. Donc, arriver à comprendre comment fonctionne Windows et comment fonctionne Linux. Pas en termes interface, hein, c'est pas ça. L'interface, c'est une chose, mais c'est vraiment comment fonctionne le file system, comment fonctionne la mémoire derrière, comment fonctionne un kernel, etc., etc. Donc, ce sont des choses à apprendre. Et bien entendu, il ne faut pas prendre peur parce que c'est vraiment step by step. Même moi, par exemple, ça fait maintenant 10 ans que je travaille à peu près et je continue à apprendre tous les jours. Donc ça, il faut bien comprendre qu'en fait, on ne s'arrêtera jamais. Mais à côté de ça, le but, c'est justement de ne pas se mettre des freins systématiquement. De se dire, ah non, mais il faut absolument que je fasse d'abord 4 ans d'études de système pour pouvoir commencer la sécurité. Non, non. Non, bien entendu que non, c'est pas nécessaire. Néanmoins, oui, il faut avoir des bonnes connaissances système, des bonnes connaissances réseau et des bonnes connaissances applicatives. Si on a vraiment ces 3 piliers-là, à ce moment-là, on commence vraiment à avoir de très bonnes bases pour la suite. C'est le même principe que faire une fondation pour une maison. Si on a une mauvaise fondation, la maison va s'écrouler tôt ou tard. Ou en tout cas, elle va commencer à pencher à gauche, à droite. C'est pas dingue. Voilà. Je pense que et c'est surtout ce qui est bien en 2022, c'est que les jeunes qui vont commencer leurs études maintenant, ils auront la possibilité et la chance d'avoir des cursus qui sont de plus en plus orientés vers la cybersécurité, ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai fait mes études. Et donc forcément, ça aide énormément pour entrer dans le domaine, clairement. Et justement, c'est une des raisons pourquoi est-ce que j'ai fait ma chaîne. J'ai commencé ma chaîne il y a 1 an. C'est justement pour accompagner ces jeunes, ou même, alors je dis jeunes parce que la plupart du temps ce sont des jeunes, mais ça peut être aussi des personnes qui sont en reconversion de carrière. Ouais, typiquement, j'ai un ami à moi qui avant travaillait dans le jeu vidéo, qui a fait une reconversion de carrière et maintenant il est pentester. J'ai un ami dans notre team qui était boulanger, maintenant il est pentester. Voilà, donc il y a vraiment moyen de changer de carrière quand on a envie. Il faut pas prendre peur, mais il faut s'accrocher. C'est vraiment une question de détermination, je pense. Ok, impec. Écoute, je te propose qu'on commence à parler un petit peu de pourquoi tu es là. des teams. Alors, yes. Donc, on va faire un petit focus sur les teams de CTF. Donc, déjà, tu nous avais dit que tu avais une team. C'était quoi le nom déjà? Password? Alors, 3X. Ouais. Donc XXX. Ouais. Password 1, 2, 3, XXX. Parfait. Ok, très bien. Je l'avais plus en tête. Très bien. Ok, alors, team CTF, déjà, pourquoi est-ce qu'on se regroupe en team en CTF? Est-ce qu'il y a une raison au cœur de ça? Il y a une raison. Alors, la toute première raison, c'est parce qu'en équipe, on apprend beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Tout simplement. Ça, c'est la toute première raison. Donc, typiquement, on va prendre un exemple. Je suis seul. Je vais faire du CTF pendant 6 mois. Ou je suis avec une team. Je vais faire du CTF pendant 6 mois. Et ben, 6 mois plus tard, le résultat va faire qu'en équipe, j'aurai appris beaucoup plus de choses que seul. Et la raison est simple, c'est que à
au travers d'une équipe, on a la possibilité d'avoir justement plusieurs cerveaux qui ont des compétences différentes, qui ont aussi des approches différentes sur une méthodologie de travail ou sur une façon de résoudre un challenge. Et ça, c'est juste génial. Et l'avantage, c'est en fait, on est déjà beaucoup plus motivé parce qu'il y a le fun, on se tape des barres quand on fait des CTF. Et voilà, et c'est ça qui fait que on avance mieux et beaucoup plus loin. C'est surtout ça. Donc je conseille vraiment à toute personne qui veut se lancer dans le CTF, donc qui veut se lancer dans cette folle aventure de réaliser des challenges, de le faire en équipe. Clairement, il faut le faire en équipe. C'est beaucoup mieux. Ok. Ouais, alors ça a été un peu, comment dire, un défaut que j'ai eu en commençant, c'est que je me sentais entre guillemets trop newbie, trop nul. Et du coup, je faisais toutes les choses de mon côté. Et ouais, en fait, le jour où j'ai commencé à mettre, alors pas en team, mais à échanger avec les autres, et voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, j'apprenais vraiment 3-4 fois plus vite, quoi. C'était assez impressionnant. Donc, ouais. C'est clair. Validé. Validé. Ok. Alors, ouais, on parlait un peu tout à l'heure des catégories de challenge. Tu nous en as cité plusieurs. Alors, crypto. Ça, je pense que c'est bon, hein, c'est les challenges de crypto. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe quand même? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit en mode détente, on va casser RSA, mais... Comment? Alors, si on parle vraiment des challenges de crypto, il faudrait différencier les CTF qui sont entry level des CTF qui sont hardcore. Ouais. La raison est simple, c'est qu'en entry level, on apprend en fait à manier les bases de RSA, donc toute la formule mathématique de RSA, comment on fait du chiffrement, comment on fait du déchiffrement, ce genre de choses, comment on fait une signature, etc., etc. Quelles sont les vulnérabilités si on exploite RSA d'une certaine manière, dans un cadre particulier, etc., etc. Ça, c'est vraiment les choses de base. C'est un exemple RSA, on peut appliquer cette approche pour d'autres algorithmes de chiffrement. Ce n'est pas uniquement pour RSA, on peut faire ça sur de l'AES ou d'autres choses à côté. Okay. À l'opposé, il y a des CTF qui sont hardcore level, comme on parlait notamment d'Ice Gang, Akelu, etc. Où là, on ne parle plus de RSA, mais on parle plutôt de courbe elliptique, on parle de cryptographie quantique, etc., etc., etc. Et forcément, ça demande déjà d'avoir des connaissances beaucoup plus avancées. Et je vais juste prendre une anecdote. On avait participé au Dice Gang CTF c'était début janvier de cette année, donc début 2022. Le tout premier châle qui était considéré, le titre du châle, c'était Baby RSA. Donc pour dire, c'est super simple, c'est facile les gars, quoi, allez. Ouais. Moi, je me suis mangé dessus. Donc j'ai passé, je pense, 6 heures dessus et je me suis mangé dessus. Pour moi, c'était hardcore déjà. Ah ouais, donc ça fait mal. C'était dur. Et alors, quand je regardais les autres châles qui étaient typiquement les châles de cryptographie quantique, et donc eux, bien entendu, je les ai évités, hein, ça vaut pas la peine, j'ai aucune connaissance là-dedans, donc c'est pas utile. Et ce qui était intéressant, c'est juste à la fin du CTF, donc on est tous sur Discord, et en général, à la fin du CTF, qu'est-ce qu'on fait? On donne les write-up, donc on donne les solutions aux différents challenges, et on se les partage en fait, et on dit tiens, moi regarde, j'ai fait comme ça, ah toi t'as fait comme ça, ah mais c'est super intéressant ta façon de faire, etc., etc. Donc c'est vraiment un échange pour qu'on puisse apprendre. Typiquement pour les châles de partager leur solution, c'était oui, alors en fait il fallait déjà avoir un compte payant chez IBM pour justement avoir accès à leur calculateur quantique, etc., etc. Et t'es là, mais quoi? Quoi? Fallait voler le badge du DSI. Ouais, voilà, c'est ça. Donc forcément, il y a des, comme ça, des catégories de challenge qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres. Ça dépend, vraiment, ça dépend. Ouais, ok. Mais encore une fois, comme je disais, le but, c'est de s'orienter, en tout cas dans le début, le but, c'est vraiment de s'orienter vers des CTF qui sont entry level, donc qui sont vraiment orientés pour les débutants. Ça ne sert à rien
Alors, dans les différentes catégories de challenge, alors on va pas tous les faire dans le détail, sinon on en aurait pour des heures et des heures. Mais donc on avait crypto, on avait le pawn aussi. Qu'est-ce que c'est le pawn? Alors, le pound, le principe, c'est d'arriver à casser une application pour pouvoir, en général, la plupart du temps, c'est de faire un buffer overflow. C'est une technique, une technique qui permet de manipuler l'espace mémoire de l'application pour pouvoir exécuter son propre code. Et au travers de la vulnérabilité qu'on a trouvée dans l'application et qu'on va pouvoir exécuter son code, on va pouvoir récupérer un flag, donc une chaîne de caractères qui se trouve en général dans un fichier qui est stocké côté serveur. D'accord, ok. Globalement c'est ça l'idée. Est-ce que c'est du coup la même chose que le cracking ou que Reverse. Ou le reverse, ouais. Alors, le reverse se rapproche fortement du pound dans le sens où pour pouvoir pound une application, en général, il faut faire le reverse de l'application. Okay. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'on peut défoncer l'application. Néanmoins, ça dépend des challenges. Il y a des challenges où on n'a pas le code source, on n'a pas l'application à disposition, on a juste une IP, un port, et il faut se connecter en Netcat. Et bon, bah forcément, le pound est un peu plus compliqué dans ce genre de situation. Sinon, à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? On a effectivement du reverse. Du cracking en tant que tel, ça n'existe pas, ce n'est pas une catégorie. Il y a les deux catégories, c'est vraiment pound reverse. On a d'autres catégories. Donc il y a les catégories les plus communes qu'on retrouve systématiquement, c'est web, pound, crypto, reverse, MISC. MISC, ça veut dire miscellaneous, donc ça veut dire divers en français. Donc c'est un peu le fourre-tout de quand on ne sait pas trop dans quelle catégorie ça rentre. Okay. Ça rentre dans MISC. Il y a une catégorie de forensique, une catégorie de stéganographie également, donc, une technique qui permet de cacher de l'information dans de l'information. Et du hardware, ça dépend. Voilà, ça dépend vraiment des CTF. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, chaque week-end, il y a une compétition et chaque week-end, ce sont vraiment des challenges différents qui sont orientés soit justement vers du pound, de la crypto, soit vers du web, soit vers du hardware, donc des choses un peu plus physiques, IoT, etc. Soit vers du blue team, forensic, etc. Et un peu de tout. Ok, bon, il y en a pour tout le monde, quoi. Parfait. Il y en a vraiment pour tout le monde, oui. Alors du coup, pour revenir au sujet qui est les teams dans CTF, tu nous disais que du coup, dans les teams, il y avait des gens qui étaient spécialisés. Est-ce que c'est une spécialisation, hardcore, ou est-ce que tout le monde sait un peu faire tout et puis tu as un gars, oui, qui a bossé sur de l'ARM à un moment et qui va venir aider à ce moment-là, tu vois? Alors, je peux pas vraiment répondre pour les autres teams, mais de manière générale, oui, effectivement, il y a souvent une personne qui est ultra calée dans un domaine et une autre personne ultra calée dans un autre domaine. Nous, on a des petits malins. C'est juste énorme. Alors, notre façon de fonctionner, juste pour comprendre le contexte, notre façon de fonctionner, on fait nos CTF sur Discord. Donc, on a des chats écrits où on partage nos solutions, nos avancées dans les recherches, etc. Et puis, on a également des chats vocaux où justement, on est en vocal, on partage l'écran, etc. Donc, comme ça, on peut vraiment travailler de manière interactive. Et de temps en temps, on a comme ça on a des spécialistes dans la team, c'est vraiment ça, en mode, on les voit pas pendant 2-3 heures. Et en une fois, il débarque, il fait ouais, c'est bon, j'ai le flag. et c'est des gars, ils enchaînent comme ça des CTF. Mais c'est des monstres en fait. On a vraiment des monstres dans l'équipe, principalement en Pawn et Reverse. Ils sont vraiment ultra chauds. On avait une fille qui avait un PhD en cryptographie, donc c'était super pratique quand il y avait des châles de cryptographie. On a des gens qui sont spécialisés en web, mais surtout, et c'est ça qui est vraiment bien en fait, et moi je le vois depuis la création de la team il y a 1 an jusqu'à aujourd'hui, tout le monde step up, tout le monde grandit, tout le monde arrive à améliorer leurs compétences parce que tout le monde partage ses compétences et tout le monde partage ses connaissances. Et ça, c'est vraiment chouette. Typiquement, on a comme ça un joueur dans notre équipe qui n'avait jamais fait de sécurité avant, qui s'appelle Amandil, il a un background de software engineer, donc ça va, l'informatique, il connaît, il comprend très bien comment ça fonctionne. Mais point de vue sécurité, il n'avait pas spécialement de connaissances du Pawn, il ne savait pas ce que c'était, du forensic, il ne savait pas ce que c'était, etc., etc. Et en 1 an, en faisant
plein de CTF avec la team, et il y a eu une grosse part de tryhard, hein, quand même. Ok. Aujourd'hui, il arrive à step up et il est capable de résoudre des châles d'une complexité assez évoluée. Et franchement, moi, quand je vois des gens qui step up comme ça, c'est juste complètement dingue. Et on a comme ça 2-3 personnes dans l'équipe qui ont step up de ouf en un an. C'est génial, c'est vraiment génial. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de quelque chose, peut-être que certains ne savent pas, mais les CTF, on a parlé des calendriers, des différents types, etc. Mais j'imagine qu'au niveau de la durée des CTF, tu as aussi des grandes différences. Tu dois avoir des CTF qui sont très courts, d'autres qui sont très longs. Alors, les CTF les plus courts, ce sont les CTF qu'on catégorise comme étant attaque-défense, où Ok. c'est un vrai bordel, le truc. En général, on en a participé à 2, et ça, les 2 ont foiré. Ok. Mais vraiment, c'était vraiment une catastrophe comme pas possible. Donc je sais pas si on refera une 3e édition. Mais en tout cas, les 2 premiers où on a participé, c'était vraiment pas ouf. Mais ce sont les plus courts. En général, c'est 8 heures de CTF. Donc en général, pendant 8 heures, on bloque 8 heures. Ça se passe en fonction des fuseaux horaires. Ça aussi, il faut comprendre que certains CTF sont hostés aux États-Unis principalement, et donc ils vont commencer un peu plus tard pour nous, ou inversement, ils sont hostés plutôt au Japon, et donc ils vont commencer beaucoup plus tôt pour nous. Et on est très content quand c'est hosté en Europe. Là, on est vraiment sur le même fuseau horaire. Tu m'étonnes. Donc les CTF les plus courts, c'est 8 heures en général. La moyenne, c'est entre 24 heures et 48 heures. Donc tout le samedi, tout le dimanche, ou alors tout le week-end complet. Et il y a des CTF qui sont beaucoup plus longs. Typiquement, on a participé au Cyber Apocalypse CTF qui était organisé par Hack the Box l'année dernière, qui est un CTF qui durait 5 jours. Donc là, forcément, 5 jours, ça veut dire aussi beaucoup plus de challenge, avec une plus grosse équipe, beaucoup plus d'équipes aussi, etc. etc. Ces derniers jours, on a participé au Pico CTF qui, lui, dure 25 jours, je pense. Donc c'est pas intrinsèquement, on peut plus considérer ça comme étant une compétition, parce que c'est vraiment plus du mode apprentissage. D'accord. Et d'ailleurs, en fait, toutes les compétitions qui sont plus de 5 jours ne sont pas comptabilisées dans le classement mondial. Voilà, juste pour donner l'information. Ok, d'accord. Alors, 2 choses intéressantes du coup. Il y a un ranking, il y a un ranking, très bien. Comment? Alors, tout se passe sur un site qui s'appelle CTF Time. Donc ctftime.org. Donc de toute façon, les liens dans la description, c'est ctftime.org. Et sur ctftime.org, il y a le classement mondial. Actuellement, nous, notre équipe, on a un ranking, on est à peu près 100e, quelque chose comme ça, top 100 mondial. Donc, bravo. Donc ça va, ça devient cool, ça devient sympa. L'année dernière, on avait commencé en mars, et puis il y avait aussi toute cette évolution d'apprentissage de mars jusqu'à décembre qui fait qu'on a terminé 246e de mémoire. Donc c'est pas mal. C'est vraiment bien, franchement, c'est vraiment bien. Pour une première année, c'est vraiment bien. On a réussi à faire des placements sur certains CTF qui étaient dans le top 10 du CTF, donc vraiment on est très 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 content. Donc on a quand même réussi à performer quand même pas mal. Cette année, on a commencé fort, on a fait des bons rankings, des bonnes positions, des bons scores, on va dire ça comme ça, donc c'était plutôt cool. Et l'ambition, c'est d'arriver top 50, ça serait bien. Et alors si on tryhard beaucoup, très, 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 très fort, top 10, ce serait juste énorme. Mais pour le moment, c'est pas du tout dans notre objectif, parce qu'il faudrait qu'on se professionnalise beaucoup plus que ce que c'est actuellement. Et c'est pas notre volonté. Notre volonté, c'est vraiment d'offrir une structure qui permet aux jeunes d'apprendre, et aux plus anciens, on va dire comme ça, de pouvoir s'améliorer dans des compétences qu'ils n'ont pas nécessairement. Donc c'est pas nécessairement le but principal à la base. T'as vraiment un classement où tu sens qu'il y a un gap en fait entre... Clairement, les mecs qui sont dans le top 100, dans le top 10, ils pèsent dans le game, comme on dit. Ils sont assez balèzes, clairement. Quand je vois ce qu'ils sont capables de résoudre, c'est assez fort. Après, je pense surtout que l'avantage pour arriver dans le top 10, c'est qu'il faut au minimum une personne qui soit vraiment experte dans chacune des catégories et qui soit systématiquement présente à chaque CTF. Et il faut performer pratiquement tous les week-ends. Donc ça demande beaucoup de tryhard, ça demande aussi d'avoir une structure importante et d'avoir des gens compétents. Et nous, on a des gens compétents, mais par exemple, on avait
une nana qui était spécialisée en cryptographie. Là, pour le moment, elle a posé la team on hold, donc elle participe plus pour le moment. Donc, ça veut dire que pour le moment, on n'a personne qui est vraiment ultra calé en crypto. Donc, c'est-à-dire que les prochains CTF, on va participer, il y aura des châles crypto. On va essayer de se débrouiller, hein. On n'est pas des gros noobs non plus, donc on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Mais forcément, on ne pourra pas être ultra compétitif, en tout cas sur cette catégorie-là de challenge. Alors, justement, parfait, tu me tends la perche pour la suite. Au niveau, au niveau, c'est parfait, hein. au niveau gestion gestion d'équipe, j'imagine que, alors, toi, du coup, tu es team lead. Oui. À un moment, tu dois gérer ça, tu dois gérer les personnes entre guillemets que tu vas recruter, leur présence sur les différents tournois au fil de l'année, etc. Ça doit pas être simple à faire. Comment ça se passe? Étonnamment, en fait, c'est pas très compliqué parce qu'on est très laxiste et c'est le but de la team. C'est justement de permettre aux gens qui sont disponibles de participer au CTF. On n'est pas une structure qui va imposer aux gens de participer tous les week-ends ou tous les 2 week-ends à une compétition de CTF. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment, si tu es passionné, si tu as envie, tu peux nous rejoindre. On est une structure qui accompagne les gens et on fait des CTF ensemble. On a des gens dans l'équipe qui sont des gros noobs parce qu'ils n'ont jamais fait de sécu de leur vie et c'est totalement ok, c'est comme ça qu'on commence dans la vie. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui ont 10 ans d'expérience en sécu et qui sont ultra balèzes. Donc il y a un peu de tout et en fait la structure se gère d'une certaine manière assez facilement et de manière assez... comment est-ce qu'on peut dire ça elle s'auto-gère en fait, d'une certaine manière. Donc, on a quelques règles à respecter, parce que ça, c'est les règles légales, entre guillemets, qui est par exemple, les joueurs ne peuvent pas participer, ne peuvent pas faire partie en fait, de 2 teams différentes. Ça, c'est interdit, parce que ça impliquerait éventuellement qu'ils partagent des flags ou qu'ils aient accès à des informations pendant une compétition avec une team et qu'ils aient accès aux informations de l'autre team. Ça, bien entendu, c'est interdit. Et en fait, le gros problème derrière ça, c'est que nous, en tant que team, on pourrait se faire bannir. Mais surtout, il y en a une réputation derrière qui serait entachée, et ça, c'est pas le but du tout. Donc, tous les joueurs qui nous ont rejoints le savent, et ils savent qu'il faut faire partie d'une seule team. Et le jour où ils veulent faire partie d'une autre team, c'est totalement OK, on l'accepte, et c'est comme ça que fonctionne la vie. Ils pourront nous quitter et aller dans une autre structure, il n'y a aucun problème. De manière générale, l'ambiance est vraiment, mais vraiment super bien. C'est en fait le mindset de l'équipe fait que tout le monde se tire vers le haut et c'est ça c'est génial, c'est vraiment génial. Du coup, autre sujet, en parlant de team, est-ce que il y a des espèces de stratégie d'équipe standard, tu vois? Enfin, je sais pas, au foot, t'as le 4-4-2 ou les trucs comme ça, j'y connais rien. J'y connais rien. Alors, étonnamment, oui, il y a des stratégies. Avec l'expérience on a maintenant des CTF auxquels on a participé, il y a quand même certaines stratégies. Il faut savoir que, comme je disais, le CTF, c'est time-based. Ça veut dire qu'il y a un temps, et le temps, il n'est pas extensible. Donc, c'est 24 heures, 48 heures, et on doit faire un maximum de châles. On doit arriver à résoudre un maximum de châles. Donc, en général, comment on procède? Au début du CTF, on regarde d'abord les challenges où on sait qu'on va avoir le plus de facilité à les résoudre, tout simplement parce que c'est la catégorie qui fait que. Donc, par exemple, les gens qui sont spécialisés en Pawn, ils iront directement dans le Pawn. Les gens spécialisés en web, ils iront directement dans le web. Moi, je suis spécialisé en forensic et en Stegano, j'irai du coup en forensic et Stegano si les catégories existent, bien entendu, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la manière générale dont on fonctionne. Après, il y a effectivement des stratégies à garder en considération. C'est que ça arrive de temps en temps qu'on se retrouve tanké sur un challenge. Et donc, par exemple, je vais prendre un exemple qu'on a déjà eu. C'était justement un container Docker. À l'intérieur du container Docker, il y a une application web qui est en Node.js avec du code JavaScript qui est dedans avec des appels à une base de données, etc., etc. Et donc on a le code, on sait qu'on doit accéder à une page web et qu'on doit exploiter cette page web pour pouvoir récupérer le flag qui se trouve dans la base de données. C'est déjà arrivé qu'on avait des membres de l'équipe qui ont été deep dive à l'intérieur, qui ont passé 2, 3, 4 heures
et qu'à un moment, ils se retrouvent complètement bloqués. Alors la plupart du temps, quand on se retrouve bloqué, qu'est-ce qu'on fait? On a des stratégies comme ça, où soit on attend que quelqu'un d'autre passe sur le châle, ou alors on essaye, on fait une pause, tout simplement, on fait une pause, on va se balader, on fait une pause d'une demi-heure, 1 heure, et on revient. Et à ce moment-là, on a un esprit un peu plus frais. En général, on a des nouvelles idées, on essaie d'appliquer ça. Parfois ça marche pas, etc., etc. Mais la plupart du temps, ça marche plutôt bien, parce qu'en général, on a toujours quelqu'un qui arrive à débloquer la situation en disant « mais oui, t'as pensé à faire ça, regarde, essaye ça », et effectivement, ça peut débloquer une piste qui amène à trouver le flag. Donc oui, on a certaines stratégies comme ça. Après, il n'y a pas non plus... il n'y a pas de 4-4-2 spécifique où on ne peut pas aligner une certaine team, dans le sens où... alors, il y a un petit cas de figure éventuellement, c'est dans les CTF où c'est limité en nombre de personnes, parce que ça arrive qu'il y ait des CTF qui sont limités par exemple à 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes maximum. Et nous, notre team, on est 22, donc forcément, on peut pas faire rentrer tout le monde dans une team de 4. Donc ça arrive effectivement qu'à ce moment-là, soit on essaye d'aligner les gens qui, premièrement, ont envie de faire le CTF, parce que c'est notre volonté personnelle, c'est avant tout de regarder qui a envie et qui est motivé pour le faire, et en fonction de ça, on regarde qui a les compétences pour le faire, ou qui a aussi envie d'apprendre. Et puis si on voit qu'il y a plus que 4 personnes qui ont envie de participer, on fera un deuxième roster. On alignera 2 teams. Et à ce moment-là, les 2 teams ne pourront pas se parler sur le Discord. Tout est scindé, il n'y a aucun problème par rapport à ça, etc., etc., etc. C'est en général comme ça qu'on fonctionne. Bon alors, on va attaquer la partie juteuse. Les histoires. Alors... sur cette partie-là, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus vraiment de ta team, enfin de toi et ta team, pour parler plus clairement, nous raconter un peu son histoire, comment est-ce qu'elle a été formée, le nombre de personnes. Alors après, si tu veux pas forcément les nommer, c'est pas obligé, mais tu as des personnalités particulières. Enfin voilà, nous faire vivre pourquoi est-ce que vous êtes les meilleurs, etc. Alors, je vais parler vraiment de la team, comment est-ce qu'elle a été fondée. Donc, il y a 1 an, en mars 2021, j'ai commencé à faire mes live streams sur Twitch. Et le but, c'était à la base de faire un live tous les dimanches à midi, qui étaient les lives orientés pour ce qu'on appelait les après-midi de la cybersécurité, où le but était vraiment de parler de l'actualité de manière générale et éduquer les gens à la cybersécurité. Et en fait, ça a très bien marché dès le départ. Le premier jour, il y avait 30 viewers. Alors concrètement, comparé à l'échelle de Twitch avec des viewers, des streamers qui ont par exemple 1500 ou 5000 viewers, bien entendu, c'est pas du tout pareil. Mais d'un autre côté, c'est pas du tout la même catégorie non plus, donc c'est totalement normal et totalement OK. Et en fait, ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est que dès le départ, je me suis chauffé, je me suis dit, ce serait vachement cool en fait de faire une team. Et c'est venu naturellement, en fait, c'est venu vraiment naturellement de créer une team, parce qu'il y avait le UMass CTF, le fameux, ce sera je pense notre CTF emblématique. Il y avait le UMass CTF qui allait commencer, c'était justement en mars 2021. Et on voulait y participer, et on s'était dit si on y participe, il faut une petite structure, donc il faut un nom d'équipe, il faut des chans et il y a un groupe privé dans le Discord, il faut une mascotte, un logo, etc., etc., etc. Et donc on a réfléchi à quelques noms de team, et finalement on voulait un truc un peu kéké et un peu lit. Et donc on est tombé sur un petit X, grand X, petit X, password 1, 2, 3, et même chose, petit, grand X, petit X. Donc c'était vraiment un truc totalement dégueulasse, mais vraiment on s'est marré, on s'est dit allez, let's go, on fait ça quoi. Et donc du coup c'est resté, donc on s'appelle comme ça. Alors bon, c'est génial parce que en général sur les boards, sur les leaderboards dans les différentes compétitions, donc les classements, en général les gens ils nous reconnaissent. Ouais, tu m'étonnes. Ce nom de team, je l'ai déjà vu. Après, c'est vrai que les noms de team sont toujours un peu sympas, mais ouais, c'est vrai que quand tu m'as donné le nom de team, je me suis dit, ah oui, là quand même, ouais. Là, on est dans le dur,
Ouais, effectivement. Ok. Et du coup, tu m'as dit, vous êtes combien? 20, c'est ça? Une vingtaine? Alors, on est une vingtaine. Actuellement, on est 22. Et en fait, ça fluctue. Ça fluctue. Parfois, il y a des gens qui viennent, parfois, il y a des gens qui partent. Mais en général, on est plutôt dans. Il y a des gens qui viennent. Là, on devrait accueillir 2 personnes prochainement également. Et donc, voilà, ça continue à grossir. Le but n'est pas. Et c'est pour ça que je réfléchis justement à l'évolution de quelles va être les prochaines évolutions de la team. Parce que arrive un moment, bah, si on est 50, moi c'est OK, mais on ne peut pas venir à 50 dans un CTF. C'est pas fair play vis-à-vis des autres teams, bien entendu. Et c'est pas le but non plus. Donc, à mon avis, on va essayer de aligner éventuellement 2 teams. Donc 2 roosters, donc un rooster A, un rooster B. On verra comment est-ce qu'on fait ça. Et alors, à ce moment-là, on va faire en sorte que tout le monde puisse participer. Le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à encadrer un maximum de personnes. Ça, c'est vraiment le but. Ouais, parce que c'est vrai qu'à plus de 20, tu dois commencer à perdre un petit peu le côté équipe, justement. Tu as un groupe qui a une certaine taille et peut-être un peu moins d'alchimie, un peu moins de... Tu connais un peu moins les gens précisément un par un, tu vois. Étonnamment, c'est pas trop le cas parce qu'on arrive encore, quand on est 20, à ne pas être trop sur un CTF. C'est-à-dire que les derniers CTF, on tournait à 5, 6, 7 personnes. Et en fait, le but du jeu, c'est parfois de faire des roulements au sein du CTF. Par exemple, il y a un CTF qui dure 48 heures. On sait qu'il y a des personnes qui seront uniquement disponibles le samedi et des personnes uniquement disponibles le dimanche. Ben, il n'y a pas de problème. On va faire un roulement comme ça, de sorte à ce qu'il y ait toujours des gens qui veulent participer, qui puissent participer justement au CTF. Mais de manière générale, ça se passe super bien. On est en vocal et vraiment, l'ambiance est juste extra. Franchement, moi j'adore. Ouais. Est-ce que tu as des... Tu nous en as un petit peu parlé quand même tout à l'heure, mais est-ce que tu as des méga spécialistes dans ta team? Alors, oui. Ta championne de crypto déjà, donc qui n'est plus disponible pour l'instant. Alors pour le moment, elle est plus disponible. Ouais. On a un gars qui est spécialisé en social engineering et vol de flag. Je veux rencontrer cet homme. Alors c'est une private joke et quand il verra la vidéo sur YouTube, il va se marrer. C'est Amendil. En fait, tout est venu d'un quiproquo. Et ben je pense justement c'était au Yuma CTF de l'année dernière. Le fameux quiproquo, oui. Où en fait il avait un flag, mais le flag était pas bon et en fait il a commencé à discuter avec un des admins du CTF pour essayer de négocier d'avoir le bon flag et il lui a filé le bon flag. Et c'est du vol. Parfait, c'est bon, gagné. Total. Ah non, parfait. Comment? C'est bon, c'est bon. C'est legit. Il y a aussi ce qu'on fait en général, c'est on essaye de cacher ses écrans quand on essaie de valider un flag. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que justement, on sait qu'il y a toujours quelqu'un dans la team qui regarde l'écran de l'autre et qui essaye de voler le flag pour mettre le score chez lui. Mais ouais. C'est bon enfant, c'est vraiment, on fait ça, mais c'est vraiment en mode bon enfant. Donc voilà. Alors ça, c'était vraiment pour la minute troll. Maintenant, sérieusement, donc on a Amendil qui est du coup spécialisé en tout ce qui est software engineering. Donc lui, il va vraiment faire des analyses très approfondies sur du code. C'est d'ailleurs lui qui est capable de faire des reverse. On a eu un challenge, notamment au Dice Gang CTF, qui était un challenge extrêmement compliqué, où le but était, par exemple, comment dirais-je, de remplir ses impôts. Donc on avait des fiches d'impôts. En réalité, c'était pas des fiches d'impôts, c'était du code. C'était du code qui était retranscrit en anglais. Et il fallait d'abord repasser de l'anglais à du vrai code. Et de ce code-là, faire tout le reverse du code, c'était de l'assembleur, pour arriver à trouver le flag derrière. Mais c'était 4 parties de flag et c'était de difficulté croissante. Et à la fin, c'était avec de la crypto dedans, etc. Enfin, c'était un truc complètement mindfuck. Mais voilà, c'est typiquement le genre de gars qui est capable de résoudre ce genre de chal. Donc, il est assez doué là-dedans. On a des gens qui sont spécialisés. On a 2 mecs qui sont des bêtes comme pas possible en pawn et en reverse. On a Seb et Yonom. Ils sont vraiment 2 gars qui sont ultra chauds du pawn et du reverse. Moi, je suis spécialisé en forensic. Donc ça, c'est vraiment ma spécialisation. S'il y a du forensic, tout ce qui est analyse mémoire, kernel, réseau, avec des PK, ce genre de choses, ça, c'est pour moi. Après, on a Dragonar qui est plutôt spécialisé vers du web. Lui, il est plutôt orienté plutôt les box sur Hack the Box et TrackMe. Donc, pour les CTF, c'est un peu moins facile pour lui, mais en général, il est plutôt axé sur du web.
Mais ce que je trouve vraiment qui est vraiment chouette justement dans le corps de la team actuellement, c'est le fait que chacun de ces personnes-là essaye des domaines qu'ils ne connaissent pas. Typiquement, là maintenant on a Amendil, il y connaissait que dalle en buffer overflow, et ben maintenant il commence à faire des buffer overflow, il fait du pawn, etc. etc. Donc c'est génial, vraiment, on voit que l'équipe grossit en termes de skills. Et alors, je cite pas les autres, mais il y en a vraiment d'autres là-dedans qui ont vraiment chacun leur spécialité, que ce soit justement en forensic, en OSINT ou en d'autres catégories. Bon, pour tout ce qui est ranking, tu nous as déjà largement teasé les objectifs, etc. Alors, juste pour que je refixe bien ça comme il faut. Donc là, vous êtes centième, c'est ça, mondial? C'est ça. Ok. On est 106e, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, d'accord. Alors, objectivement, alors là, il va falloir répondre objectivement, ça va être compliqué. Est-ce que c'est bien, c'est très bien, c'est exceptionnel? Moi, j'ai pas d'idée. Exceptionnel. Ouais. C'est pas exceptionnel parce que on n'est pas à la fin de l'année. Donc, comme on est au début de l'année, il y a encore des teams qui n'ont pas participé à des CTF. Et des teams qui pourraient participer à des très gros CTF et arriver premier et emmagasiner un maximum de points, ce serait possible. Stratégiquement, il y a des teams qui sont... En fait, et je pense que c'est plutôt comme ça que ça marche dans le top 10 mondial. Il y a quelques teams qui sont spécialisés là-dedans. Ils font genre 4 ou 5 événements par an, grand maximum. Mais en fait, ils sont tellement forts qu'ils explosent tout et ils font un max de points. Et ils arrivent dans le top mondial. Donc c'est une stratégie. Nous, on n'a pas la même stratégie parce qu'on n'est pas capable de faire ça. Donc on participe à beaucoup plus d'événements qui sont peut-être des événements plus bas niveau. En général, on essaye d'être vers du moyen. Ce qui correspond sur CTF Time en fait à un ranking de 50 points, le ratio. Ça va de 0 à 100. 0, c'est noob ou c'est pas classé. Et 100%, enfin 100 points, c'est le ratio pour dire que c'est le niveau de CTF le plus hard qui puisse exister. D'accord. Et donc, nous, on essaie de participer à des événements qui sont entre 25 et 50, la plupart du temps. D'accord, ok. Ouais, donc tu as quand même une question de régularité, mais tu as une question de difficulté aussi assez largement derrière. Ouais, ça se gère parce que si on participait que à des CTF hard, donc à 100 points de ratio, sur CTF Time, en fait, on n'arriverait à rien. On n'aurait aucun point et on terminerait 3 millième mondial ou encore plus loin. Ouais, le but, c'est de réussir, en fait. C'est pas de participer, de se faire casser, quoi. Si on veut être compétitif, le but, c'est de viser les bonnes compétitions, les bons tournois où on sait qu'on va pouvoir assurer un bon classement et ramener des points à la maison. Oui, objectivement, oui. Ok. Et en termes de CTF, est-ce qu'il y en a un réellement que vous aimeriez faire, que vous pouvez pas encore parce que, je sais pas, trop dur, compliqué ou autre, mais un qui serait genre l'objectif, entre guillemets, ultime? Alors, de manière générale, on participe déjà à beaucoup de CTF, même si on ne performe pas dans tous les CTF, on essaye, et je pense que c'est ça qui est important pour le moment. Après, c'est vrai que pour le moral, si on est toujours sur des CTF qui sont très hard et où on ramène jamais de points à la maison, pour le moral, c'est vraiment dur, donc on essaye de varier et d'aller parfois... un week-end, on fait un tournoi qui est très 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 hard. Le week-end suivant, on fera un tournoi qui sera noob friendly pour justement se détendre et passer plus du temps à s'amuser que réellement à performer. Après, effectivement, si on arrive à arriver dans un top 10 d'un CTF type Akelu, le Pledge CTF, le Dice Gang, le Dice CTF et ce genre de choses, clairement, ce sera génial et ce sera une preuve qu'on est vraiment compétitif dans le top mondial. Ouais. Alors, on va passer sur les histoires croustillantes maintenant. Est-ce que tu pourrais me citer un événement, un CTF, une épreuve, quelque chose que tu pourrais considérer comme la plus grosse réussite depuis le début de ta team? Alors, on a deux... Pour moi, c'est mon avis purement personnel, je pense que les membres de l'équipe pourront partager cette opinion, mais globalement, on a pas mal de réussites et on considère qu'on a eu quand même pas mal de réussites sur l'année 2021. Pour moi, on a vraiment deux grosses réussites qui, pour moi, sont juste insane. Quand j'ai vu les résultats à la fin de ce qu'on a réussi à performer, j'étais limite en pleurs parce que c'est aussi émotionnellement intense de se dire
moi personnellement, j'ai bossé vraiment énormément pour arriver où j'en suis à l'heure actuelle. Il y a aussi le fait de porter toute la communauté, porter la team, etc. Et voir que ça se concrétise et qu'on a des beaux résultats, c'est juste génial. Et on a comme ça deux CTF où on a participé et on a fait des résultats de dingue. C'est le Cyber Apocalypse CTF organisé par Hack the Box, qui durait 5 jours. Et là, c'était pour moi un CTF très dur, en fait, très dur, parce que ça tombait tip-top la semaine où j'avais une formation. Donc, j'avais une formation de forensique. Donc, la journée, je faisais ma formation de forensique. Et le soir, je faisais le CTF. Oh là là, l'état des neurones, c'est pas possible, ça. C'est très dur, parce que justement, c'est 8 heures où j'emmagasine énormément de knowledge. Donc, je suis déjà mort après les 8 heures. Et après, il fallait encore continuer sur l'échelle de forensic. Mais je l'ai fait parce que justement, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et franchement, typiquement, ce CTF, on est arrivé 59e sur 2700 équipes. Donc, il y avait 2700 équipes, pas mal. 10 personnes qui ont participé. Ouais. Et on termine 59e. C'était notre plus gros score qu'on a réalisé. Et c'était... je pense 1 mois après que la team s'est formée, quelque chose comme ça. Ok, ouais, donc, rapide. Ouais, c'était assez rapide. On était super contents. C'était en avril, je pense, que le CTF était organisé. Et puis, franchement, c'était dingue. Amendil, il nous a fait un first blood sur un châle qui a été peut-être résolu par 4-5 équipes grand maximum. Le first blood, tu peux nous expliquer? Alors, le first blood, ça veut dire que c'est donc le premier sang en français. Ça veut dire que c'est la personne qui a trouvé le flag le plus rapidement. Okay. Donc, toutes les teams ont la possibilité de ramener le même flag et de le valider. Mais c'est la première team qui valide le premier flag, qui est donc la plus rapide à résoudre l'énigme, qui remporte le first blood. Et en général, on considère que le first blood, c'est quand même quelque chose qui est bien. Ça prouve que la team est capable de résoudre très rapidement des châles. Ouais, c'est le prestige ou même ça te fait un bonus de points? Alors, ça ne fait pas de bonus de points, mais c'est honorifique. Ouais. Très bien. Le IP Nice, parfait. Exactement. Ok, donc lui a fait ça sur ce CTF. Ok. Ouais. Exactement. Okay. Donc il y avait ce CTF qui était vraiment énorme et on était beaucoup à y participer et franchement c'était juste dingue, c'était vraiment dingue parce que dans l'équipe il y en a qui ont participé 24 heures sur 24 pendant les 5 jours. Donc il y en a qui étaient vraiment chaud pour y participer pendant toute la journée, etc. Donc voilà. Cette année, si Hack the Box décide de renouveler l'expérience, on n'a toujours pas de news. À ce moment-là, je prendrai carrément 5 jours de congé pour tryhard à fond. Et le but, c'est d'arriver top 10, clairement. Ah. Ça, c'était vraiment le premier CTF. Et le deuxième, où on a... Et là c'est vraiment limite la meilleure anecdote que j'ai jusqu'à présent. On a participé au DFS CTF. Le DFS CTF, on a fait 13e sur 1200 équipes. Ah oui, donc, quand même. Ok. Donc, ouais, c'était un gros truc. Et en fait, c'était un CTF organisé par équipe de 4 personnes maximum. Et cette fois-là, on l'a fait IRL. Donc, il y avait Amendil et Nakor qui sont venus chez moi. Et donc, on a fait le CTF principalement à 3. Et on avait FCLab qui nous a accompagnés en remote sur Discord. Et en fait, c'était juste génial parce qu'on a passé vraiment un week-end. Alors déjà, Amendil et Nakor, ils sont français. Amendil, il n'était jamais venu en Belgique. Moi je suis belge, j'habite en Belgique. Donc c'était l'occasion de les refaire découvrir les frites belges aussi. donc c'était vraiment c'était un super week-end. Et en plus, on est arrivé 13e. Franchement, c'était, je pense, notre CTF où on a été le plus performant, vraiment le plus performant. Bon, après, c'était un CTF Blue Team, donc c'était plus simple pour moi aussi, forcément. D'accord, ouais. Bon, t'étais en terrain inconnu, oui. Bon, après, j'étais en terrain inconnu, tu dois avoir le côté IRL aussi qui doit te booster quand même au niveau. Ça aide beaucoup, oui, exactement. Ok. Bon. Très bonne histoire, comme quoi, c'est pas forcément que tout seul dans sa chambre, hein, des fois. Oh oui. On peut voyager. Oui. Maintenant, on va passer sur une histoire complètement à l'opposé. L'histoire du plus gros fail de la team. Est-ce que tu as ça en stock? On en a.
On en a eu des fails, on a eu des gros fails, il y a eu clairement des CTF où on s'est pris la tête, ça arrive, Ok. parce que tout simplement, on en a eu marre que ça marchait pas, ça fonctionnait pas, on se prenait la tête. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie des relations humaines, hein, finalement. Et en fait, je pense que et c'est là que je me suis rendu compte qu'on devait vraiment alterner entre les CTF compliqués et les CTF simples, Mhm. parce qu'en fait, on a enchaîné des CTF qui étaient compliqués les uns après les autres, et en fait, le moral n'était pas là, on sentait vraiment que l'atmosphère n'était plus présente, et donc on s'est dit, bon, ok, stop, on va repartir sur un truc beaucoup plus cool, beaucoup plus simple, et voilà. Il y a eu un autre point qui était également, je dirais, critique Mhm. dans la team, et ça a été peut-être un pivot dans la team également. Quand la guerre en Ukraine a commencé, Ok. on voulait... enfin, je vais expliquer ce qui s'est réellement passé. Donc, je voulais personnellement, à titre personnel, euh, boycotter un CTF russe où on était censé participer le week-end juste après l'invasion. Ok. Et donc, le but, c'était justement d'envoyer un mail à la team qui organisait le CTF en leur disant, écoutez les gars, nous personnellement, on n'a rien contre vous, on aurait vraiment voulu faire le CTF, mais voilà, on veut s'aligner avec la position européenne qui est de faire un front commun et de dire stop à ce qui se passe, et donc on ne participera pas à votre Ok. CTF. Le problème, c'est la manière dont j'ai communiqué ce message à l'intérieur de l'équipe qui n'est pas spécialement bien passé. Parce qu'au lieu de partir sur une approche de demander l'avis de l'équipe avant de faire quoi que ce soit, je leur ai dit, Ouais. écoutez, voilà, on va pas participer au CTF. Et je leur ai pas demandé leur avis, en fait. Et ça a été pour moi une énorme erreur stratégique en tant que leader. Et c'est le sense learn, hein, clairement. Et c'est comme ça qu'on apprend à gérer une équipe aussi. Mhm. Et donc là, je me suis expliqué pendant facilement une demi-heure avec Amendil en privé, parce que c'était principalement lui qui avait trigger le problème. Et en fait, on s'est expliqué et j'ai fait un énorme mea culpa dans l'équipe en disant, écoutez les gars, franchement, désolé, c'est clairement une erreur de ma part. J'ai fait une erreur stratégique en disant tout simplement que erreur de communication. De manière générale, erreur de communication, c'est pas du tout ce que j'aurais dû faire, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mhm. Et voilà. Et puis bon, on s'est expliqué, et puis j'ai quand même demandé l'avis de l'équipe, et puis finalement l'équipe était totalement ok de ne pas participer, de boycotter le CTF, et finalement c'est ce qu'on a fait, on l'a boycotté. Mais effectivement, sur le moment même, ça aurait pu mal finir, et il y aurait pu y avoir des gens qui auraient quitté l'équipe, oui. Ouais. Ah ouais, bah après c'est vrai que c'est des sujets qui sont sérieux, c'est pas parce qu'on est là pour Oui, entre guillemets pour s'amuser sur quelque chose comme ça. Ça se gère comme le reste, tout simplement. tout à fait, ouais. De ton expérience des CTF, peut-être plus largement de la cyber si tu veux partir là-dedans, et de ta team, est-ce que tu aurais une leçon à en tirer? De manière générale, ce que j'en tire de l'équipe, c'est l'aspect social, avant toute chose. Mhm. Il y a effectivement l'aspect compétitif, on en a déjà parlé, mais c'est surtout pour moi l'aspect social qui est vraiment super important dans l'équipe. Je lead l'équipe, mais pour moi, je la considère pas comme étant mon équipe, c'est notre équipe. C'est vraiment notre équipe, on forme un groupe, et sans le groupe, en fait, je serais juste une simple personne, une simple personne qui fait de la cybersécurité. Ok. Et c'est pour moi quelque chose qui est super important de garder en tête que, avant tout, le CTF, c'est une façon de s'exprimer, une façon de pouvoir partager aussi des émotions, des connaissances, de pouvoir partager tout simplement des moments de joie et de peine, parce qu'il y a les deux. Quand on pleure sur un CTF, ça arrive, hein, il y a des châles où on en a tellement marre que ça va pas, et puis Et ouais. il y a des moments où on galère pendant 6 heures, et puis on arrive à débloquer le truc, et alors moi je cours dans la maison en gueulant comme un fou parce que c'est trop génial, j'ai réussi le truc et tout. Ça m'est déjà arrivé, véridique. Donc il y a vraiment de tout, mais pour moi, ce qui est vraiment le plus marquant et ce qui me plaît le plus vraiment dans l'équipe, c'est l'aspect social. C'est l'aspect vraiment où on a une cohésion d'équipe qui est géniale, qui est vraiment géniale. Bon, on arrive enfin. Est-ce que tu as un message particulier à passer aux débutants, aux personnes qui, pas forcément jeunes, hein, jeunes ou vieilles, on s'en fiche,
aux gens qui démarrent en cybersécurité ou qui s'intéressent à ce milieu-là? Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Oui, je pense que si les gens regardent cette vidéo, c'est principalement parce qu'ils sont curieux et parce qu'ils se posent la question de savoir, tiens, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Je pense que pour savoir si c'est fait pour soi ou pas, il faut le tester, tout simplement. Il faut essayer, il faut rejoindre une équipe. Justement, nous, il y a ta communauté, il y a ma communauté, on a des encadrements qui permettent justement d'assister des gens qui veulent découvrir ce milieu-là pour au moins savoir si c'est fait pour eux ou pas. Mais surtout, si des gens veulent percer en cybersécurité, ce qu'il faut impérativement, c'est de la motivation et de la passion. Si on n'est pas passionné, si on n'est pas motivé, c'est pas possible, ça marche pas. C'est vraiment un monde de passionnés, réellement. On en manque des personnes spécialisées en cybersécurité. Dans le monde professionnel, on en manque cruellement. Donc, toutes les sociétés que je connais, elles recrutent. Et c'est très difficile de trouver des talents. Et le but, c'est vraiment d'arriver justement à faire découvrir cette discipline, on va appeler ça une discipline, à des gens qui peut-être ne sont même jamais posé la question de savoir si c'était fait pour eux et que finalement, en fait, ils vont essayer, ils vont se rendre compte, mais c'est génial ce truc, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça plus tôt? Ce genre de choses. Donc le mieux, c'est d'essayer et voir si ça marche. Si ça prend pas, bon voilà, c'est ok. Les deux sont vraiment ok. Mais vraiment, si on veut percer dans la cybersécurité, il faut être passionné. Ça, c'est vraiment le plus important. Ok, très bien. Parole d'évangile, moi ça me va. Parfait. Bon, écoute, on est à la fin. Est-ce que... alors, c'est pas est-ce que, je te laisse faire ton instant auto-promo. Est-ce que tu peux nous reparler de ta chaîne YouTube, surtout de ton Twitch, pardon? Alors... De ta communauté, enfin de tout, vas-y. Ouais. Alors, vous pouvez me suivre sur Twitch, donc twitch.tv/disnome avec un Y. Ça, c'est là où je vais principalement faire tous mes lives. J'ai une chaîne YouTube qui permet de voir les VOD. Donc, si on a raté un bout du live ou qu'on n'a même pas vu le live tout simplement, vous pouvez regarder les VOD. Je mets également les write-up, donc les solutions des différents CTF auxquels on participe. Le but du jeu, toujours, ce que je fais, c'est vraiment pas juste donner la solution, mais d'expliquer pourquoi cette solution-là. Et donc, c'est toujours l'idée d'apporter vraiment de la connaissance supplémentaire à tous ceux qui regardent. Ça, c'est vraiment les deux points principaux. Il y a le Discord, c'est là où tout le monde se retrouve, où il y a notre team, où je poste mes news liées à la cybersécurité, etc. On parle cybersécurité et d'autres choses aussi. J'ai également fait, et ça, je pense que c'est très important, et ça pourrait aider beaucoup de monde à commencer, parce que typiquement, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à me renseigner, à savoir, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au quotidien dans la cybersécurité. C'est Twitter. Donc, si vous n'avez pas de compte Twitter, je vous conseille vraiment d'en créer un. Créer un compte Twitter, c'est vraiment important. On n'est pas sponsorisé par Twitter, mais vraiment, c'est là que toute la communauté InfoSec se trouve. Dommage. Donc, dommage. Ça peut peut-être se négocier. Et donc voilà, j'ai un feed également, on mettra tout ça en description. J'ai un feed sur Twitter qui est en fait un regroupement des personnes à suivre. Vraiment, vous suivez ce feed-là et en fait, vous aurez systématiquement tous les jours, quand vous ouvrez Twitter, des informations et des news liées à la cybersécurité, que ce soit offensif, défensif, que ce soit de la threat intelligence, que ce soit lié, je sais pas moi, à des nouvelles normes ou quoi que ce soit, peu importe. Tout est vraiment là-dedans et j'ai sélectionné la crème de la crème en cybersécurité, donc vraiment c'est un très très bon starting point. Ok, impeccable. Et niveau CTF, le prochain où on pourra vous retrouver? Week-end prochain, le UMass CTF. Très bien. J'étais pas au courant, tiens, dis donc. Ok, donc, bon. Ouais, donc on va participer au UMass CTF. Donc c'est organisé par les étudiants de l'université de Massachusetts aux États-Unis. Ça dure 48 heures. Ça commence vendredi soir à 23h, ça termine dimanche soir à 23h. Et donc le but du jeu, c'est clairement de top 10. Top 10, c'est le but top du 10. jeu. Oui, carrément. Ouais, là vous êtes chaud. Ouais. On est chaud patate, vraiment. Très bien. Ok, bon écoute, impeccable. Disnome, merci. Yes.
Merci à toi, en tout cas, très c'était cool. super sympa. Ouais. Et dans tous les cas, s'il y a des gens qui ont des questions, ça se passe dans les commentaires ou sur nos Discord respectifs. Parfait. J'ai rien à dire. Bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée, ciao ciao. Hop.